Imaginez la scène. On est le 21 octobre 2025. Et là, un événement qui secoue la France, un truc totalement inédit. Pour la toute première fois de notre histoire, un ancien président de la République passe les portes d'une prison. Dans cette analyse, on va plonger au cœur de ce scénario, celui de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, pour en comprendre les faits, le drame humain et bien sûr tous les enjeux. Pour essayer de cerner le personnage au cœur de cette tempête, cette citation, elle est assez parlante. C'est une phrase philosophique, presque une façon de prendre de la hauteur, justement. Ça donne le ton d'une chute qui est aussi spectaculaire qu'inédite. Il faut bien mesurer ce que ça représente. C'est une première absolue dans l'histoire de la Ve République. L'homme qui a été le plus puissant du pays, qui devient un détenu, à la prison de la Santé. L'onde de choc a été immédiate, et croyez-moi, elle a largement dépassé nos frontières. Voilà, le fait. Brut. La date qui va rester dans les livres d'histoire. L'incarcération a lieu à la prison de la Santé, un lieu plus que symbolique, en plein cœur de Paris. Ce n'est pas un choix anodin, ça marque une vraie rupture. L'idée que personne, absolument personne, n'est au-dessus des lois. Mais alors, comment on en est arrivé là? Évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Tout commence bien avant, avec la campagne présidentielle de 2007. Derrière, ce sont des années et des années d'une enquête tentaculaire qui aboutit à un verdict, et un verdict lourd, association de malfaiteurs. Concrètement, ça veut dire que la justice a estimé qu'il a participé à un groupe formé pour préparer un délit. Et c'est ça qui a mené tout droit à son incarcération. Bon, au-delà du personnage politique, il y a l'homme, il y a sa famille. Et cette épreuve judiciaire, c'est aussi un drame humain, celui d'un clan très soudé qui doit faire face à une tempête médiatique et personnelle énorme. Les dernières heures de liberté ont été intenses. Presque une mise en scène, en fait. Il y a eu l'anniversaire de sa fille, un dernier moment qui se voulait normal. Dehors, un millier de sympathisants venus le soutenir. Et puis, cet adieu à Carla Bruni. Un moment capturé par toutes les caméras, pendant que ses fils, eux, appelaient au soutien. Bref, un clan uni qui transforme une défaite judiciaire en un drame politique et familial. Ces mots de Carla Bruni, ils sont d'une violence rare. Ils résument parfaitement le sentiment du clan. On n'est plus seulement dans la contestation d'une décision de justice. Là, ils dénoncent ce qu'ils vivent comme un véritable acharnement. Infamie, folie, les mots sont forts. La colère et l'incompréhension, elles, sont totales. On bascule maintenant dans la réalité de la détention. Et là, le contraste, il est juste saisissant. Entre l'homme qui recevait les dirigeants du monde entier à l'Élysée et le détenu qui vit maintenant dans un espace minuscule et complètement seul. Le fossé entre ces deux vies est vertigineux, il n'y a pas d'autre mot. D'un côté, le faste de l'Élysée, de l'autre, l'austérité d'une cellule de 10 mètres carrés. Il passe des discussions avec les grands de ce monde à un silence de plomb, de la liberté totale de mouvement à une cour grillage. Paraît-il que le mot qu'il utiliserait lui-même en privé pour décrire ça, c'est une dégradation. Son quotidien est réglé comme du papier à musique. La journée démarre à 7 heures avec l'appel. Les seuls moments où il sort de sa cellule, c'est pour 2 promenades d'1 heure, seul. Tous ses repas, il les prend seul. Et à 18h30, la porte se verrouille. Jusqu'au lendemain, c'est une routine implacable. Alors attention, cette solitude, ce n'est pas un traitement de faveur. Il n'est pas dans un quartier qu'on pourrait qualifier de VIP. Bien au contraire, il est au quartier d'isolement. C'est un choix de l'administration pénitentiaire, pour une raison simple et impérative, assurer sa sécurité. L'objectif, c'est d'éviter toute agression ou même qu'une photo de lui puisse fuiter. Il est donc totalement coupé du reste des détenus. Les quelques objets personnels qu'il a choisis en disent très long. Il n'a le droit qu'à 2 photos de sa famille, sans cadre, c'est son seul lien visuel. Et 3 livres. Une immense épopée sur l'injustice et la vengeance, une biographie spirituelle et une anthologie de poésie, un genre qu'il voulait, paraît-il, explorer. Ces quelques objets, ce sont ses seules fenêtres sur le monde extérieur, et peut-être sur lui-même. Alors, après le choc de l'incarcération, après la réalité crue de la détention, que reste-t-il? Il reste l'attente et l'espoir. Cette dernière partie, c'est celle de l'avenir, des batailles qui ne sont pas encore terminées. C'est la question que tout le monde se pose évidemment. Est-ce que sa détention est définitive? Quels sont ses recours? Et puis comment est-ce qu'il compte occuper ce temps qui est comme suspendu? Sa stratégie, en fait, elle se joue sur 2 fronts en même temps. Le premier, il est judiciaire, bien sûr, avec la demande de libération et surtout la préparation du procès en appel. Mais le second, il est personnel, narratif. Il préparait déjà un nouveau livre, une manière de ne pas subir, de continuer à écrire sa propre histoire, même depuis une cellule. Et on termine sur ça, sur la toute dernière phrase du livre qu'il a choisi d'emporter avec lui.
Une phrase d'Edmond Dantès qui résonne d'une manière assez folle avec sa situation. Entre les murs de la prison de la Santé, pour Nicolas Sarkozy, tout se résume peut-être, finalement, à ces deux mots. Attendre et espérer.